Et vous comprendrez peut-être mieux aussi pourquoi Macron a été à Orléans. Parce que c'est aussi dans le droit fil de l'histoire de France, mais à l'envers, si je puis dire. Parce qu'il a voulu, au contraire, reprendre la Jeanne d'Arc républicaine. Mais bon, c'est pas toujours... Évidemment, tout le monde n'a pas des cours d'agrégation d'histoire pour comprendre ces subtilités. Et particulièrement l'histoire de Jeanne d'Arc, franchement, elle est très très mal connue. Donc vous avez compris que pendant plus d'un siècle, l'histoire a vraiment une utilité, c'est construire l'identité nationale. Entre différentes provinces, faut quand même s'imaginer qu'entre un Breton, un Alsacien, un Auvergnat, c'est encore au 19e pas tout à fait les mêmes, si je puis dire. Mon père qui a fait son régiment, il devait être après la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, en 1945, me disait qu'il avait des Bretons sous ses ordres et qu'ils parlaient tous breton. Donc là, ça unifie bien sous la Troisième République, vous vous rendez compte. 90% des conscrits aveyronnais ne parlent pas le français. Ils le comprennent, mais ils ne le parlent pas. Ils parlent occitan. Donc ça unifie entre provinces, ça unifie entre villes et campagnes, ça unifie entre métropole et colonie, comme on dit la Grande France, puisque justement, tout le monde va avoir les mêmes héros. Cette histoire, ce roman national, c'est vrai qu'il va être critiqué, abîmé, je ne sais pas comment on peut dire, disloqué, beaucoup plus tard, dans les années, donc on va faire un bond, dans les années 60-70. C'est le grand tournant des années 60-70. Pour ça, il faut que je vous reprenne sur la recherche historique. Trois phénomènes se conjuguent dans ces années-là. Une nouvelle recherche historique, ce qu'on appelle l'école des annales, dont je vous parlerai un peu plus tard, ou la nouvelle histoire. Mais il y a d'autres choses. Il y a le collège unique. Le collège unique, c'est important parce que ça va différencier le collège et le lycée. Et vous verrez tout à l'heure que ça va scinder de ce fait les programmes. Et puis il y a aussi l'autre chose importante, c'est l'intégration par le général de Gaulle de l'enseignement privé au système général. Donc il n'y a plus de manuel catholique, si je puis dire, ou de l'enseignement privé. Tout le monde étudie la même chose et tout le monde a les mêmes livres. À l'heure actuelle, il n'y a aucune différence entre les manuels de l'enseignement privé et de l'enseignement laïque. Donc, je vais d'abord vous parler de l'école des annales. Donc, vous avez deux revues ici, deux exemplaires de revues, et puis les trois grands hommes qui ont marqué l'école des annales. Donc, dans les années 1930, l'histoire économique devient un maillon essentiel de la recherche. Avec les 30 Glorieuses, elle devient alors incontournable. On est dans une période où l'économique prend de plus en plus d'importance et l'histoire des institutions et des héros est vraiment remise en cause. Donc c'est l'histoire économique qui est le plus important dans les années 30, après la crise de 29, c'est pas un hasard, tout ça a un sens. Puis après la Seconde Guerre mondiale, puis petit à petit, avec évidemment la guerre froide, on va arriver avec une histoire sociale, très marquée par le marxisme, qui va s'affirmer, et puis petit à petit on va reglisser vers l'histoire des mentalités, dont je vous reparlerai aussi. Donc le titre de la revue, la première revue que vous avez là, créée en 1929, c'est les Annales d'histoire économique et sociale, créée par Marc Bloch et Lucien Febvre. Vous avez Lucien Febvre ici. Et puis, ensuite, ça devient Annales, économie, société, civilisation, pour mieux montrer l'ouverture planétaire. Trois historiens formés avant la guerre, c'est très important, les problèmes de génération. Dans les historiens, dans la recherche, c'est très important. Vous aviez une génération marquée par la guerre de 70 et par la guerre de 14. Là, vous avez une génération marquée par la crise de 29. Donc, trois générations, trois historiens, donc formés avant la Première Guerre mondiale, arrivent aux commandes. Ernest Labrousse, formé avant la Seconde Guerre mondiale, Ernest Labrousse, Lucien Febvre, Fernand Braudel. C'est vraiment une césure. Labrousse a soutenu sa thèse en 1932 sur esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle. Il écrira ensuite la crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime, au début de la Révolution.
et il écrit en 1943. C'est vraiment un sujet économique, avec des méthodes quantitatives, introduisant l'étude des mercuriales et croisant l'économique, le social, le politique. Lui, vraiment, Labrousse, c'est le père de l'histoire économique. Brodel, tout le monde en a peut-être entendu parler, vous êtes d'un certain âge où Brodel a quand même été une figure pour beaucoup de gens, il est passé à la télé plusieurs fois. Brodel, sa thèse, c'est la Méditerranée et le monde méditerranéen, et c'est aussi tout un programme, toute une nouveauté, c'est une véritable, elle porte cette thèse, une révolution, parce que c'est pas une thèse sur un homme, même s'il le fait sous Philippe II, c'est pas une thèse classique, c'est une thèse sur un espace géographique. Donc ça mêle aussi la géographie et l'histoire. Donc toute une génération se revendique de l'enseignement de Labrousse, et va donc osciller dans cette histoire économico-sociale, je dirais. Bon, ça ne veut pas dire que ça fait l'unanimité, et qu'une histoire politique ne continue pas à s'enseigner. Roland Mounier, alors c'est amusant parce que je vous rappelle que je fais partie du centre Roland Mounier, que j'ai bien connu Roland Mounier quand j'étais plus jeune. Roland Mounier fait partie de ces conservateurs qui continuent vraiment à croire en l'histoire classique, événementielle, on dirait aujourd'hui. Pierre Renouvin, de la même manière. Et aujourd'hui encore, il y a quand même, je le crois, franchement je le crois, une hiérarchie, par exemple au centre Mounier, Lucien Belli, il travaille sur l'histoire diplomatique, et c'est curieux parce que dans son séminaire, il y a 90% de garçons, il n'y a que 10% de filles, et puis ça fait chic parce qu'on travaille aux affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, donc c'est vraiment, c'est le top du top quand même. Et puis, nous on travaille sur l'histoire de la famille, sur l'histoire de l'enfant, on a 98% de filles, c'est quand même assez étrange, et voilà, c'est comme ça. Donc il reste encore des gens, même à cette époque-là, qui sont pour une histoire politique et qui continuent à travailler et à enseigner l'histoire politique. Alors, Pierre Renouvin et Roland Mounier dans ces années-là. Puis dans les années 68 apparaissent une nouvelle génération d'historiens qui eux ont été plutôt marqués par ce que j'appellerais la résistance. C'est-à-dire qu'ils arrivent après la Seconde Guerre mondiale et ils ont tous été marqués par le marxisme, d'une manière ou d'une autre, contre, pour, et surtout par Brodel. C'est Brodel qui constitue l'école des hautes études et c'est lui qui marque les esprits. Alors cette génération-là, elle est devenue une génération plus télévisuelle. Bon, il y a mon patron de thèse qui s'appelle Denis Richet, il y a Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été communiste, il ne faut pas l'oublier, même s'il l'oublie aujourd'hui. Il y a André Burguère, il y a Jacques Le Goff, il y a des gens qui sont très marqués, qui se sont connus, il y a Edgar Morin après, qui se sont connus dans des réseaux de résistance, puis ensuite à l'école normale, et qui ont été marqués profondément par le marxisme. Donc l'histoire là devient structuraliste, socioculturelle, s'inspirant en fait de l'ethnographie, approche de la mort, du mariage, de la foi. On ne dira alors jamais assez l'importance, après 68, de l'école des hautes études. L'école des hautes études qui encore, à mon avis, reste le top de la recherche, qui brasse des chercheurs de tout horizon, sans chercher à les façonner. Donc, où on se rencontrait, surtout qu'à l'époque, ça va revenir, mais à l'époque, on était dans une grande maison avec des étages, et donc on avait une cafétéria commune. Ça va revenir au mois de mai. La maison va se reconstruire. Il y avait des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, des historiens qui se rencontraient et qui vont apprendre à travailler ensemble, à échanger. Par exemple, Arlette Farge et Michel Foucault, un philosophe, une historienne. Lévi-Strauss, Edgar Morin, André Burguère, un historien, des philosophes, un ethnologue, un anthropologue. Françoise Héritier, qui a beaucoup marqué l'histoire, même si elle est ethnologue. À partir de cette époque, on peut parler de l'histoire rayonnante. Et c'est une histoire qui se fait autour des mentalités. Travailler sur l'évolution des comportements, des sensibilités, des représentations, c'est un levier extraordinaire au niveau international.
Personne n'a jamais fait ça. Les Américains arrivaient par wagons dans les séminaires pour voir cela. Hein, c'était vraiment quelque chose de très moderne, si je puis dire. Et c'est justement l'histoire moderne qui était en pointe à ce moment-là. Brodel, le roi Ladurie, etc. C'est une histoire de l'impalpable, de l'intime, de l'inconscient, de la sexualité. Vous voyez ce que ça peut véhiculer. Hein. Elle parle aussi des petites gens, hein, des gens de rien, des mendiants, des marginaux, hein, des bordels, de la prostitution. Je suis spécialiste quand même, j'ai fait un livre sur les femmes et le bâtard. Donc elle parle vraiment des choses du quotidien, si je puis dire, avec de nombreux champs tout à fait ouverts. Elle va toucher un public très nombreux. Hein. Le succès populaire de Montaillou, de Le Roi Ladurie, c'est quand même quelque chose. Mais Duby aussi, hein. Georges Duby, Le Goff, c'est quand même des figures, hein, extraordinaires. C'est aussi le temps des remises en cause. L'histoire est-elle une science? C'est un sujet qu'on se pose encore aujourd'hui. Hein. Michel Foucault, dans l'Archéologie du savoir, applaudit la mutation historique. Il oppose histoire-connaissance à une histoire construite et reconstruite. C'est la remise en cause d'une histoire nationale, d'une histoire instrumentalisée, héritée de Mallet et Isaac. Brodel demande des modifications dans les programmes scolaires et qu'on étudie dans le secondaire les civilisations du monde. C'est ça. Il va jusqu'à faire cours en 6e. Sur le site internet de l'INA, vous avez un cours, le cours de Brodel, un Brodel qui va en 6e faire cours. Parce que d'ailleurs, mes collègues vont vous proposer bientôt, hein, d'aller faire cours dans un collège ou dans un lycée l'année prochaine. C'est la remise en cause du mythe national. Toute l'histoire est construction. Paul Ricoeur, hein, dont on parle beaucoup actuellement, dans Temps et Récit, pose le problème de l'identité narrative de l'histoire. Et bien sûr, les programmes subissent de plein fouet cette remise en question. D'autant que le collège unique va obliger à repenser toute l'histoire des périodes. En effet, il faut qu'un élève, s'arrêtant au brevet, ait vu toutes les périodes de l'Antiquité à nos jours. On va donc voir apparaître deux phénomènes conjoints. L'apparition du temps présent. C'est une histoire contemporaine. Alors, c'est l'histoire contemporaine la plus contemporaine, si je puis dire. Hein. C'est une histoire contemporaine qui va occuper une grande place parce qu'on estime que les élèves collégiens, comme les lycéens, doivent comprendre le monde dans lequel ils vivent et seront plus intéressés, mais ça nous y reviendrons quand on parlera pédagogie, par ce qu'ils vivent. Et puis, il y a un écrasement des périodes. On ne peut pas tout apprendre. Donc quand vous pensez que vous passiez une année sur 17e et 18e en classe de seconde, c'est pas possible. Aujourd'hui, hein, ça va de l'Antiquité à passer la Révolution française, à Napoléon Ier, la classe de seconde. Donc il y a des pans entiers. Déjà, on va abandonner très vite la Mésopotamie, les Phéniciens, tout ça, ça s'abandonne très vite. Et ça va courir de plus en plus, hein, parce que plus vous faites d'histoire contemporaine, plus vous êtes obligé d'abandonner des pans entiers. Hein. Donc on abandonne. Et puis, donc on est qu'en 70 encore, hein, vous allez voir. Et puis l'introduction, en même temps, il y a une introduction de ce que j'appellerais la diachronie. Parce que voilà, si vous faites des périodes, ces périodes d'ailleurs, si vous y réfléchissez, elles correspondent, hein, à des choses très françaises. 1715, c'est la mort de Louis XIV. Mais au fond, si vous vous intéressez aux mentalités, aux petites gens, vous croyez que ça a changé la vie? Ça a changé quelque chose, la mort de Louis XIV, pour le paysan d'Auvergne? Non. Ce qui a changé la vie des gens, c'est l'apparition du métier à tisser, c'est l'apparition du tracteur, plus tard. Hein. Ça, c'est beaucoup plus important, hein, que n'importe quoi. C'est ça qui a changé la vie. Donc, il faut faire avec tout cela, vous voyez. Il faut faire avec des profs qui arrivent tout jeunes. Hein. Moi, j'étais tout jeune prof à ce moment-là. Sortie de la nouvelle histoire, donc pleine de cette idée qu'on va étudier, je vous parlerai après peut-être de mes états d'âme, mais qu'on va faire étudier les pauvres gens aux lycéens, et puis et que tout est par terre, quoi, si je puis dire, et puis on va donc falloir faire avec. C'est un vrai dilemme, hein. Puis en même temps, on remet en cause les clichés, hein. On ne veut plus, alors le féminisme, bien sûr, hein, on ne peut pas accepter certaines choses,
l'anticolonialisme, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça. Moi, on ne veut plus entendre parler. On ne veut plus entendre parler de Henri IV, il va apparaître un jour ou l'autre, d'Henri IV et de la poule au pot. Ça, non, franchement, ce n'est plus possible. Hein. On sait bien que c'est pas vrai. Donc, on ne va pas pouvoir. On ne veut pas non plus parler de Saint-Louis et de son chêne. Hein, le chêne à Vincennes, il est toujours là. Hein, mais quand même, bon, ça ne va pas, quoi. Et puis, même le purgatoire, vous savez qu'on est en train de le supprimer. Hein, même le purgatoire est remis en question. Donc, il y a des quantités de choses comme ça où la science historique, si je peux dire, entre guillemets, a fait des progrès, où on a... Et puis, donc, on n'en veut plus, on veut pas enseigner à nos élèves des clichés aussi catastrophiques. Donc, on va assister à des nouveaux programmes, essayant de mêler un peu tout, hein, et mêlant la chronologie, insistant sur la vie quotidienne. Évidemment, très vite, cette histoire enseignée se heurte à un courant très conservateur, et comme d'habitude, c'est le Figaro qui prend la tête. Alors là, je n'en ai que deux, il y en a une troisième, hein, j'en ai que deux, qui va prendre la tête de la croisade. Alors, la première fois, c'est en 79. La deuxième fois, ça sera en 2012. La troisième fois, c'est l'année dernière. Donc, en 79, c'est Alain Decaux. Alain Decaux, dont on reparlera, mais qui est un personnage très télévisuel, très populaire, qui, vous voyez, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. La colère d'Alain Decaux. Ça, c'est la grande croisade, hein, qui va arriver à ses fins, hein, parce qu'on va revoir les programmes. Hein, donc, il nous dit qu'il n'y a plus de chronologie, qu'on n'apprend plus les héros, qu'on ne sait plus qui est Bayard, et que ça ne peut pas continuer. Je reviendrai sur la deuxième tout à l'heure. Alors, parce que on a dit qu'il fallait aller assez vite pour laisser la place au débat, puis j'aurais des tas de choses à vous dire encore. Mais aujourd'hui, où on en est? Moi, je vais essayer de voir avec vous ceux qui font la loi. Donc, tout le monde sait que c'est les inspecteurs généraux qui font les programmes. Je les connais personnellement. Je connais leurs opinions politiques. Il y en a un que je connais bien, Vincent Duclerc, hein, qui est un spécialiste de Dreyfus et que j'aime beaucoup personnellement. Donc, c'est eux qui font la loi, mais ils ne font pas la loi tout seuls. Hein. Ils font la loi parce qu'il y a des tas de choses. Aujourd'hui, les buts de l'enseignement de l'histoire sont quand même très divers. Vous l'avez dit tout à l'heure en lisant, et c'est ça qui est compliqué finalement. On n'est plus à l'époque de Jules Ferry. Hein. Bon, c'est très complexe. L'histoire, on dit que l'histoire doit faire comprendre l'évolution du monde contemporain, former l'intelligence critique, insérer le citoyen dans la cité, apporter la tolérance, s'approprier une mémoire et un patrimoine. Et de ce fait, de nombreux acteurs rentrent en jeu. La recherche historique, dont je vais vous parler bien sûr, la demande sociale, dont nous parlerons, les parents, les enfants, tout cela va rentrer en jeu. Donc parlons d'abord de la recherche. Actuellement, elle est traversée par deux grands courants. Comme d'habitude, il y a toujours des gens qui continuent à faire de la recherche. Vous voyez, moi je fais une biographie de Charles de Gonzague. On revient un peu vers la biographie, mais la biographie, c'est quand même pas un genre. Si ma carrière n'était pas derrière moi, on me déconseillerait vivement de faire une biographie. Et si moi j'ai en face de moi des gens qui veulent faire des doctorats ou faire une carrière actuellement, je leur dis de faire de l'histoire africaine, de l'histoire asiatique. Au CNRS, il y a eu cette année 10 postes. 7 postes ont été donnés à l'histoire de l'Afrique. Ça vous donne une idée. Donc, effectivement, pourquoi? Parce que le premier grand courant de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la global history, l'histoire globale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 par là? Des étudiants, des historiens étrangers, qui nous avaient monté au nu dans les années 70, nous ont violemment attaqués par notre côté franco-français. Il y a eu particulièrement un livre sur l'histoire des annales, qui a été extrêmement attaqué, disant que, véritablement, en France, on ne fait que l'histoire de la France. Et ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'il faut savoir, parce que ça c'est une étude quand même qui sort, hein, que les 3/4 des enseignants-chercheurs ont fait leur thèse sur la France. C'est quand même... 50% des chercheurs du CNRS
travaille sur l'histoire de France.